Bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux vous joindre à nous. Merci à la Maison de la Poésie de nous accueillir aujourd'hui. Comment renouveler les fictions sonores? C'est la question qui nous réunit aujourd'hui. Pour y répondre, Cédric Ossir. Vous êtes l'un des 10 réalisateurs de Radio France depuis une dizaine d'années maintenant. Très prolifique, vous êtes à l'aise dans tous les registres, que ce soit avec les grands classiques, que les textes contemporains ou la fiction politique, comme le multiprimé 57 rue de Varennes, dont vous allez enregistrer l'ultime saison, et on s'en réjouit. Même la bande dessinée, vous la mettez en ondes, on se souvient du Chat du Rabbin ou d'Astérix Obélix. Enfin, vous êtes à l'origine du concept des concerts fiction que vous avez initié avec Blandine Masson, directrice de la fiction sur France Culture. Concert fiction qui se fait en musique avec l'Orchestre national de France ou le Philharmonique, et en mots, ceux d'une grande œuvre de la littérature, dont Moby Dick par exemple, où la chasse au cachalot devient une symphonie déferlante. Claire Richard, vous êtes auteure et journaliste. Vous avez remporté le prix Nouveau Talent Radio SACD en 2017 pour 100 façons de disparaître sur Arte Radio. En 2019, le podcast Les Chemins de Désir remporte lui le prix du podcast de fiction SACD, le prix SACEM de la musique originale, le prix Italia, le prix Europa et le prix Nova de la meilleure fiction radio. Vous y interrogez, n'est-ce pas ? Vous y interrogez vos fantasmes et par là même ceux de l'auditeur. Puis le texte du podcast est devenu un livre publié aux éditions du Seuil. Vos sujets de prédilection croisent l'intime et le politique, voire le politiquement incorrect, à travers des récits où vous exposez vos paradoxes, comme par exemple avec Soumission impossible, encore pour Arte Radio, ou Comment être féministe et traverser de fantasmes de soumission. Récemment, votre série Blanc comme neige pour Binge Audio pointe le racisme systémique, avec là encore une narration très personnelle, courageuse et assumée. Politiquement, ce sont bien les aspérités qui vous intéressent, là où ça accroche. Hop. Mehdi Bayad. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit, réalisé et interprété 4 fictions audio, dont 2 séries dystopiques, Nuit blanche, où Bruxelles sombre dans le chaos, et Lumière noire sur une radio clandestine. Vous avez signé Bisous et à demain, un harcèlement téléphonique tout au long de 17 épisodes, 17 appels où le suspense monte en puissance, et Rouge vif, un huis clos radiophonique que nous allons pouvoir entendre ce soir. Comment ne pas vous faire du pied avec ces fictions aussi inventives? D'ailleurs, France Culture vous a commandé une série courant 2022 qui s'appellera Fureur. Et vous préparez aux auditeurs un nouveau podcast où ils n'auront pas d'autre option que de participer activement, s'ils veulent l'entendre, puisque vous allez cacher cette fiction sur Internet. Cette série à exhumer dans la jungle numérique s'appellera L'heure bleue. Alors, Cédric Ossir, comment réalise-t-on un concert fiction côté musique, côté texte, côté bruitage? C'est herculéen? Herculéen, oui, enfin, ça demande une somme de travail en amont et de personnes. Les équipes sont démultipliées pour ça. C'est un processus presque inverse du processus normal, où c'est-à-dire j'ai l'impression de commencer par le mixage pour après mettre tout ça en chair. Donc on travaille d'abord le texte, la réduction de l'adaptation avec l'auteur. Et une fois que le texte est à peu près définitif, on travaille assez en amont avec le compositeur sur tous les différents tableaux, les séquences, pour mettre tout ça en son, en imaginant ce que ça va donner effectivement après en live avec du bruitage, des sons rajoutés et l'ensemble des voix. Oui, c'est un processus assez long, assez complexe. Par rapport aux productions habituelles ou régulières de France Culture qui se font dans un laps de temps un peu plus court habituellement. Vous dire exactement oui, c'est assez long. C'est assez long parce que c'est des allers-retours constants entre l'auteur et le compositeur. Et finalement, une fois qu'on commence les premières répétitions avant le concert fiction, j'ai presque le sentiment que le travail est déjà fini. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'un processus inverse parce que je sais à quoi ça va ressembler presque instinctivement, puisque la musique est déjà prête, le texte est là aussi, il n'y a plus qu'à
amener du souffle, de l'âme et de l'incarner, en fait. Et voilà, je ne sais pas si j'en parle très bien. Je sais que c'est un processus un peu à part par rapport aux productions habituelles, plus classiques qu'on fait en studio. Ou sur scène? Ou alors là, on peut voir les bruiteurs, les comédiens, l'orchestre? Oui, ça c'est une dimension importante, c'est-à-dire qu'une fois que le concert fiction a lieu, donc il est en public, dans un des studios publics de Radio France, l'important c'est de voir cette fabrication. Les comédiens sont statiques à leur micro, il y a les bruiteurs, bruiteuses et les musiciens. Et ce qui est assez beau en fait dans ce spectacle, c'est de voir que tout prend sens et tout prend mouvement, alors qu'ils sont tous relativement statiques. Et on se rend compte du travail, du processus, du travail de l'imaginaire dans le processus radiophonique. Et là, on voit ce qu'on va entendre. Et c'est vrai que ça donne c'est presque une sorte de petites coulisses comme ça qui nous donnent un petit aperçu du travail et du processus un peu magique de la radio. J'avais eu ce sentiment en étant dans la salle, en voyant ça. Je me souviens sur 20 milieux sur les mers, et c'était assez vrai aussi pour Moby Dick, de me dire mais ils sont tous presque statiques, et pourtant cette impression de mouvement qui arrive, alors c'est lié évidemment à la musique, mais pas seulement. Il y a quelque chose, une sorte d'alchimie, et le fait d'avoir les musiciens, les bruiteuses, les comédiens ensemble qui s'entendent et qui jouent ensemble, contrairement à un processus habituel où la musique peut venir dans un second temps, et chaque chose se fait par étapes. Là, tout se fait en même temps, et c'est vrai qu'il y a quelque chose, une sorte de communion comme ça, assez magique. Ouais, je sais pas, je ne saurais pas donner d'autres mots, mais c'est vrai que c'est assez saisissant. Et du coup, vous avez dirigé jusqu'à combien de comédiens sur scène? Je crois que c'était sur Dracula où ils étaient le plus nombreux, ils devaient être 9. Mais après, ça c'était en concert fiction. Après, sur des dispositifs un peu plus légers, quand il n'y a pas un orchestre, parce que les orchestres, c'est un nombre conséquent de musiciens, ils peuvent être jusqu'à 70-80. Donc je me souviens que sur la Zizanie, sur Astérix la Zizanie, il devait être une bonne vingtaine. Oui, c'est vrai que c'était assez conséquent aussi. Alors vous tournez aussi de plus en plus à l'extérieur, dans des conditions de tournage de films. Et d'ailleurs, vous appréciez tout particulièrement tourner dans ces conditions-là. La fiction au niveau sonore prend une toute autre densité. Pour s'en rendre compte, je vous propose d'écouter le Père Goriot de Balzac. Il a une fiction de France Culture. Ce ne fut pas sans quelques difficultés que les 7 pensionnaires se trouvèrent réunis. Quelle heure est-il? 11h30. Le forçat évadé jeta sur Eugène le regard froidement fascinateur que certains hommes éminemment magnétiques ont le don de lancer. Eugène trembla de tous ses membres. Le bruit d'un fiacre se fit entendre dans la rue et un domestique à la livrée de M. Taillefer entra précipitamment d'un air effaré. Mademoiselle, monsieur votre père vous demande. Un grand malheur est arrivé. Monsieur Frédéric s'est battu en duel. Il a reçu un coup d'épée dans le front. Les médecins désespèrent de le sauver. Décidément, la jeunesse ne sait pas se conduire. Monsieur. Très bien. Quoi, grand enfant? Mademoiselle Michonneau le suivait de l'œil avec trop d'attention pour s'émouvoir de l'événement extraordinaire qui stupéfiait tout le monde. N'y a-t-il pas de duel tous les matins à Paris? Je vais avec vous, Victorine. Avant de s'en aller, Victorine, les yeux en pleurs, jeta sur Eugène un regard qui lui disait « Je ne croyais pas que notre bonheur dût me causer des larmes. » Oh, vous êtes donc prophète, monsieur Vautrin? Je suis tout. Tétine pour Victorine. Son père est forcé de l'adopter. Voilà. Hier, elle était sans un sou. Ce matin, elle est riche de plusieurs millions. Dites donc, monsieur Eugène, vous avez mis la main au bon endroit? Madame, je n'épouserai jamais mademoiselle Victorine. Vautrin se mit à sourire. En ce moment, la potion absorbée par son estomac commençait à opérer. Jeune homme, le bien nous vient en dormant. Et il tomba roide mort. Il y a donc une justice divine. Eh bien, qu'est-ce qui lui prend donc à ce pauvre cher monsieur Vautrin? Une apoplexie. Une apoplexie. Oh, monsieur Rastignac, courez donc vite chercher monsieur Bianchon. Rastignac,
heureux d'avoir un prétexte de quitter cette épouvantable caverne, s'enfuit en courant. Christophe, allons, trotte chez l'apothicaire demander quelque chose contre l'apoplexie. Père Goriot, aidez-nous donc à le transporter là-haut chez lui. Oui. Vautrin fut saisi, manœuvré à travers l'escalier et mis sur son lit. Je ne suis plus bon à rien. Je vais voir ma fille. Vieil égoïste. Allez donc voir si vous trouvez de l'éther. Oui. Alors c'est ça aussi, dépoussiérer un classique, le rendre plus vif, avec des ambiances sonores beaucoup plus réalistes. Donc vous avez tourné dans une demeure pour coller au plus près de cette pension. Oui, c'était le premier élément qu'il me fallait avant l'enregistrement, avant même la distribution de tous les comédiens. Je voulais trouver le lieu. Il me fallait une pièce à vivre avec un escalier central pour avoir ces pensionnaires qui sont parfois à l'étage et parfois en bas dans la cuisine ou alors dans la salle à manger. C'est vrai que j'avais besoin de ce décor-là pour avoir cette unité de lieu, parce que la pension bourgeoise dans le Père Goriot est presque un huis clos. J'avais besoin de cet élément de décor et je voulais pas... moi, ça m'amuse. Je ne suis pas un passionné de la reconstitution, après de passer des heures de post-prod pour reconstituer des lieux. C'est quelque chose d'assez technique qui ne m'intéresse pas beaucoup. Qui m'intéresse pas, voilà. Donc j'avais besoin de placer les comédiens dans finalement ce décor, ce qui me permettait moi d'avoir des perspectives, de trouver les plans sonores et de savoir comment on pouvait tourner tous ensemble. Et c'est vrai qu'on est resté plusieurs jours dans cette maison et à la fin du tournage, il y avait ce sentiment d'avoir un peu vécu dans cette pension. Au-delà de ça, ça permettait d'être tout de suite au plus près et du texte et du propos, sans avoir le souci de vouloir reconstituer quelque chose par rapport à des plans sonores, par exemple, quand ils sont à l'étage ou quand ils doivent quitter les lieux. Donc j'avais besoin de ces décors-là, mais tout dépend des productions. Mais c'est vrai que c'est un élément central de savoir est-ce que je tourne en studio ou est-ce que le studio peut avoir des grandes possibilités, abstraites ou réalistes, ça dépend. Mais c'est vrai que la question se pose pour chaque production de savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent, qu'est-ce qui est le plus inspirant, en fait. Y compris pour les comédiens, le jeu est différent ? Je crois, oui, je crois. C'est-à-dire que imaginez-vous un plateau nu. C'est-à-dire qu'un studio, c'est une page blanche. Une page blanche, et puis c'est un endroit qui ne fait rien résonner. C'est-à-dire que, on peut créer artificiellement quelque chose, mais c'est-à-dire que c'est le seul endroit où en fait, si on place un micro dans un studio, il n'y a rien. Et c'est rare dans la vie qu'on n'entende rien. Il y a toujours une sourdine, un bruit de fond, quelque chose. Il n'y a pas cet écho-là. Donc, vous placez des comédiens dans un grand studio immense et vous leur dites, là, t'es dans le métro. Hein. Donc, on va avoir tendance à vouloir surjouer le décor, enfin, en tout cas, de l'inviter aussi dans le jeu. Et souvent, c'est ce qui amène quelque chose d'un peu à côté, qui peut être intéressant, peut-être, pour certaines productions, mais... Voilà, après il y a tout ce travail de post-production, d'aller retrouver des ambiances sonores qui puissent coller. Alors quand c'est des choses très réalistes, moi ça m'intéresse pas de passer du temps en studio et de recomposer ça. Quand c'est des choses un peu plus abstraites ou plus oniriques, oui là, pour moi ça prend plus de sens et le studio va s'y prêter très bien. C'est comme au cinéma quand on renvoie des images derrière un écran. Mais le studio c'est un peu... Ça peut être aussi inspirant qu'anxiogène, je trouve. Et pour les comédiens aussi, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup travailler en décor naturel, comme on dit. D'ailleurs, vous avez une repéreuse qui vient du monde du cinéma pour vous trouver les lieux. C'est vrai maintenant à France Culture, parce que la Maison de la Radio est en travaux, mais maintenant c'est presque un pléonasme. Nous n'avons plus de studio de fiction, donc à part les 2 grands studios publics, donc on tourne, on a des studios à Boulogne quelques jours par mois, et on va beaucoup tourner dans des décors appartements, décors naturels, et France Culture s'est rapproché d'une repéreuse de cinéma qui nous a trouvé beaucoup de décors et avec laquelle on travaille en fonction de nos besoins, et donc on commence à constituer un catalogue assez important et assez riche de décors sonores qui ne sont pas forcément liés à la réalité, parce que nous, on réfléchit en termes d'acoustique.
Et donc, c'est plutôt stimulant, ça. Donc, évidemment, ça complique un petit peu la logistique et les moyens de production, mais c'est toujours assez réjouissant, oui, de quitter les murs de la radio. Vous n'allez jamais vouloir revenir dans les studios? Moi, c'est une de mes angoisses de me dire quand ça va réouvrir, d'être un peu paralysé par ça. Non, je pense qu'ils seront très beaux. Je l'espère, mais je le pense. Après, j'ai pas attendu la fermeture définitive des studios pour pouvoir les quitter. Donc, je pense que je travaillerai, si je travaille toujours comme ça. Mais on verra bien. Merci. Mehdi Bayad, dans une interview pour Télérama, vous dites vouloir arracher l'auditeur à la passivité, voire le déboussoler. Mission accomplie, hein? C'est le point commun de vos créations audio qui ne ressemble à aucune autre. Je vous propose d'écouter un extrait de Lumière Noire. On en parle après. Stop. On est le samedi 6 mars. Il est 22h00 et c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver, là, maintenant, ici. Vous m'entendez? Écoutez attentivement ce que je m'apprête à vous dire. Une guerre vient de commencer. Derrière le rideau, derrière la scène, sans que personne ne voie ou n'entende rien. Pas de coup de feu, pas d'armée, aucun bruit. C'est une guerre. Et on est sur le... Lumière noire. Lumière noire. Lumière noire. Lumière. Comme ça, mais voilà, du coup, on en a discuté toute la nuit avec les autres membres de l'équipe. On a hésité, on est sûr de rien. Est-ce qu'on dramatise en vous disant tout ça? Est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle? Je suis même pas sûr moi-même de croire ce que je raconte, mais après ce qu'on a vu ce matin, on n'a plus le choix. On doit vous dire et vous répéter. N'écoutez pas cette émission. N'écoutez pas cette émission. N'écoutez pas cette émission. N'écoutez pas. Ça, et vous ne devez surtout pas écouter les infos. Ce qu'ils disent dans les journaux, à la télé, à la radio, sur Internet. Méfiez-vous de tout le monde, même de moi. On est en train de vous mentir. Ils disent que les lumières ne sont pas dangereuses, mais c'est faux. Je me trompais hier. Ils disent que les gens se suicident, mais ça aussi c'est faux. C'est complètement faux. Les gens se font assassiner. On a compris ça ce matin, en voyant ce que les... Vous êtes manipulé par cet homme. Éteignez la radio. Vous êtes manipulé par cet homme. Éteignez la radio. Vous êtes manipulé par cet homme. Éteignez la... Comme ça, mais pour les repérer, il faut regarder leurs yeux. Il y a une bande circulaire rouge autour de leur iris. Je répète, une bande circulaire rouge qui fait le tour de leur iris dans l'œil. C'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Et en vrai, ce que la tempête a provoqué, c'est une énorme... Merde, j'ai un espèce de Larsen dans le casque depuis tout à l'heure. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai l'impression qu'on est coupé. Il y a des grésillements sur mon émetteur, le signal n'arrête pas de rebondir. Bon. Désolé. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce soir, on a un spectacle de Mehdi Bayad à 21h, je crois. Vous savez mieux que moi, mais je crois que c'est 21h. Je n'ai pas la mémoire des chiffres. En tout cas, on vous y attend, vous serez surpris. Donc, Mehdi, revenons à nous, à notre débat. Sur le fond comme sur la forme, votre écriture sonore nous saisit complètement, nous cueille. Comment vous travaillez? Comment vous préparez ces sons? Je crois que au début, complètement chez vous, avec votre téléphone même. Ouais, en fait, je prépare pas trop. C'est un peu du bricolage. C'est pour ça que je me sens un peu. C'est un peu compliqué d'être entre ces deux-là, parce que. Ouais, non, mais c'est ça. Mais moi, j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur parce que je bricole la plupart de mes trucs avec 3 bouts de ficelle dans ma chambre, et souvent, c'est juste
je sais pas, en fait, je me demande ce que j'aimerais écouter, ce que j'ai jamais écouté, ce qui n'existe pas, et comme je le trouve pas, je le fais. Enfin, j'essaie de faire un truc qui me ferait plaisir à moi. Et après, c'est secondaire que ça plaise aux gens ou pas. Mais d'abord, c'est un truc que j'aimerais avoir et je le trouve pas. Et après, je découvre tout en le faisant la raison pour laquelle personne ne l'a fait, c'est souvent que c'est très bizarre, ça gratte l'oreille, ou alors c'est très compliqué à faire, ou voilà. Et du coup, toute la partie cool, pour moi, c'est d'essayer de faire en sorte que ça puisse s'écouter. Un truc tout bizarre, je veux dire, comme l'extrait qu'on vient d'écouter, que j'aime pas trop, d'ailleurs, je suis pas trop fan de cet extrait-là, mais le but, c'est à chaque fois, c'est ça, c'est d'essayer de faire un truc qui me surprend, moi, un peu dans le propos, mais beaucoup sur la forme. Et en fait, j'ai pas peur du tout que ça gratte l'oreille. En fait, je préfère même quand c'est un petit peu surprenant, un petit peu déroutant, quitte à ce que ça sonne un petit peu sale. Mais en fait, j'essaie de faire en sorte que ça sonne sale de cette façon-là. Je sais pas si je suis clair. Si, complètement. Voilà. Mais en tout cas, j'écris, je sais pas, ça dépend pour chaque histoire. Souvent, j'ai envie de raconter un truc. Il y a un machin très fort qui me traverse. Je sais pas, j'imagine que c'est ça pour la plupart des auteurs. Et j'ai besoin de le faire sortir. C'est presque maladif. Et donc, j'écris de mon côté un truc. Et petit à petit, je le taille. Et après, je travaille dessus. Je parlais de ça avec quelqu'un ce matin, d'ailleurs. Et on se disait, en fait, il y a un peu 3 étapes. On peut définir vite fait 3 étapes. C'est dans un processus comme ça. D'abord, tu es traversé par une idée et tu as le processus d'écriture. Ensuite, si tu réalises la fabrique, donc c'est là la partie bricolage où tu mets des trucs ensemble. Et la dernière partie, c'est oser le montrer aux gens. Et en fait, c'est un peu la conclusion de notre discussion de ce matin, c'est que la plupart des gens se disent que le plus compliqué, c'est la première ou la troisième partie, c'est-à-dire se lancer, oser écrire, ou alors surtout oser le montrer aux gens. Et en fait, moi, je trouve que c'est plutôt la deuxième partie qui freine pas mal de gens, et que moi, je trouve la plus compliquée. C'est-à-dire se lancer, écrire, etc., ou oser le sortir, ça me semble pas le plus problématique, mais c'est la deuxième partie que je trouve, moi, la plus intéressante. C'est une fois que tu as posé une histoire sur le papier, comment tu peux après t'amuser à tourner ça dans tous les sens et à en faire un bidule à peu près écoutable, quoi. Et ensuite, le sortir, c'est la partie la plus rigolote, quoi. Et alors là, ça se passe, donc c'est une radio clandestine. Avec Rouge Vif, ça se passe aussi en studio. Il y a un goût aussi de mettre en scène la radio, de parler de la radio autrement, de structurer ce médium. En fait, je m'amuse un petit peu tout seul à me mettre des règles pour voir si j'arrive à contraindre ou pas. Et par exemple, une des règles des 3 dernières petites choses que j'ai écrites, c'est que le format audio doit être justifié. En tout cas, le processus d'enregistrement doit être justifié par la narration. Et je voulais voir si j'y arrivais. Donc c'est pour ça qu'une des fictions, c'est un appel téléphonique. Je trouvais que ça s'y prêtait très bien. D'autant plus que du coup, ça laissait une énorme place pour l'imagination et ça crée un lien en fait de proximité entre 2 personnes éloignées et un lien en fait empathique pour l'auditeur entre ces 2 personnages. Une autre fiction, c'est celle dont on vient d'écouter l'extrait, donc un type seul enfermé qui par ailleurs a été écrite pendant le confinement. Donc c'était vraiment c'était pour jouer sur l'isolement, l'enfermement du personnage. Et je trouvais que le format audio était vraiment parfait pour essayer de partager un peu de l'univers du personnage, mais aussi ses névroses qui pouvaient être celles de pas mal de gens, je crois, à ce moment-là. Et la dernière fiction, un Rouge Vif qu'on va jouer ce soir, je me disais que 2 personnes bloquées dans un studio, c'était parfait, en fait. J'allais dire un truc sur ce qui se passe dans la pièce, mais non, pour ceux qui n'ont pas... Voilà. Mais en tout cas, ça s'y prêtait très bien, et ça me permettait de faire une petite mise en abîme de questionnement de la création audio, en fait. Du fonctionnement d'un podcast, des a priori qu'on peut avoir dessus, et des dérives. Et donc, à chaque fois, il y avait la nécessité qu'il y ait une prise d'enregistrement, un enregistrement justifié par l'histoire. Et en fait, ça permet plein si on est un petit peu créatif là-dessus, ça permet plein de trucs. C'est immense. Tu te mets une petite contrainte au début, et en fait, la contrainte est source de... Si tu as de l'imagination, tu peux partir dans plein de directions avec une petite contrainte. Moi, la contrainte principale étant que j'ai pas de moyens et je suis tout seul, souvent, pour faire mes trucs. Donc, en fait, il faut être inventif pour bricoler des choses. Donc, il y a une histoire, mais il y a aussi une réflexion, un processus de réflexion engagé avec l'auditeur, finalement, voire philosophique. Ouais, mais en fait... Non, mais oui. En fait, ce qui me perturbe...
Disons que il y a deux trucs. Déjà, moi, ce qui me frappe dans plein de créations, mais de toute façon radiophoniques ou ailleurs, au cinéma, au théâtre, c'est la distance qu'il y a entre le spectateur, l'auditeur et les gens sur scène, et surtout le créateur. Et un des trucs, en fait, la fiction Rouge Vif est adaptée d'un essai de Jacques Rancière qui parle de justement, il est parti à fond dans ce bouquin. Ça s'appelle Le spectateur émancipé. Je vous le conseille si vous avez plus de 5 minutes. Et en fait, il est parti d'une espèce de préoccupation qui le rendait fou, et il s'est dit, c'est quand même hallucinant, en fait, cette passivité du spectateur. Comment on peut y remédier? Faire en sorte qu'il soit actif, parce que sinon, on lui déverse quelque chose, et il dit en gros que depuis le théâtre moderne, depuis Brecht, Artaud, en fait, il y a 2 grandes solutions pour rendre le spectateur actif. Les 2 principales qu'on ait trouvées. La première, c'est de lui poser un dilemme moral au spectateur, comme on a dans plein d'œuvres où en fait c'est à l'auditeur ou au spectateur de choisir le sens qu'il donne à l'histoire, la morale en fait. Et donc on ouvre plein de portes et on lui donne juste, il y a un dilemme moral très fort, et sans lui donner de réponse, sans lui dire, sans manichéisme ou sans jugement de valeur. Et donc c'est le spectateur qui décide. Dans ce cas, il est actif, ça c'est une des solutions. Et la deuxième, c'est un processus qu'on retrouve très souvent. Je parle là-dessus, moi ça me passionne, mais... Et la deuxième, c'est en fait d'insérer des mystères. Et en fait, la forme la plus classique, c'est les enquêtes policières, etc. Et donc, dans ce cas-là, c'est simplement, on découpe l'histoire d'une façon originale, et c'est à l'auditeur de faire travailler son esprit, en gros, pour recouper les éléments et trouver la solution. Mais donc, on a, de Agatha Christie à Pulp Fiction, le récit est découpé, et il faut le reconstituer, etc. Et donc ça, c'est les deux grandes façons qu'on a trouvées pour rendre le spectateur actif. Et moi, je voulais juste questionner ça. J'essaie de le faire dans mes différentes fictions, sinon je ne m'amuse pas. Et voilà, je ne sais pas si j'ai réussi. Comme là, planquer la fiction sur Internet, comment vous allez vous y prendre? Je sais Comptez nous énerver? Si on ne trouve pas, ça va nous mettre hors de nous, quoi. Ah, tant pis. Non, Ouais, en fait, mais je vais mettre le premier épisode quelque part sur Internet, et puis après, vous verrez. Non, ce sera... Oui, voilà, en fait, je me dis qu'il y aura plein de pistes possibles, l'histoire pourra aller dans plein de directions, je trouve toujours ça intéressant. Et puis après, si vous ne vous trouvez pas, vraiment, tant pis. Et alors aussi, avec Bisous à demain, 17 épisodes, 17 conversations téléphoniques. Et une intrigue, un suspense qui monte en puissance, culotté. Ouais. Pas mal. Ouais, mais celle-ci, en fait, j'ai un peu obéi. Ma copine m'a ordonné d'écrire cette fiction. Avec une batte de baseball, je crois. Hein. Exactement. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai écrit ça, en fait, comme pour beaucoup d'autres trucs, sans savoir du tout où allait l'histoire. Et au bout de 3 épisodes, je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je me reprenne en main et que j'aille dans une direction. Et parce qu'au début, j'aime beaucoup mais ça encore, je pense que c'est le cas de plein de gens qui écrivent. Moi, j'adore être surpris. En fait, je suis surpris par mes personnages. Et donc, je les découvre en même temps. Il y a tu te mets des balises pour savoir un peu où ça va aller. Et le personnage se construit tellement bien qu'après, de toute façon, il est cohérent avec lui-même. Donc, et moi, j'adore découvrir ce que le personnage va dire. Et personnage que vous jouez? Oui. En fait, je ne suis pas comédien, mais c'est juste que très concrètement, pour les premières fictions comme ça que j'ai faites, j'étais le plus disponible pour mes propres fictions. Voilà. Du coup, je les ai faites moi-même et j'y ai pris tellement plaisir que pour les autres, parce qu'en fait, je baigne un peu je suis à Bruxelles, je travaille dans un théâtre, et donc je côtoie énormément de comédiens super talentueux qui sont très sympas et prêts maintenant à jouer si je leur demande de jouer dedans. Mais ça m'a tellement plu que je continue à le faire moi-même, en fait, un peu égoïstement. Petite parenthèse par rapport au spectacle qu'on va voir ce soir, la Rouge Vif. Vous m'avez dit au téléphone que vous aviez demandé à vos comédiens de ne surtout pas écouter la fiction. Ouais, et ils ont triché. Pour les cueillir eux aussi dans le jeu. Pouvez-vous m'en parler de ça? Nous mettre un petit peu l'eau à la bouche avant ce soir? Non, c'est que je me suis demandé, en fait, il y a 2 façons. Quand on fait une interprétation... il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, j'imagine que chacun fait à sa sauce, mais je me suis demandé, parce que si jamais tu demandes aux comédiens d'écouter ou de lire le texte, etc., ils vont nécessairement être influencés par la façon dont toi tu l'as joué, tu vois. Et ça peut être intéressant, parce qu'ils peuvent renforcer des émotions que tu avais mis dans... Mais à l'inverse aussi, s'ils ne l'écoutent pas, ils peuvent te proposer un jeu complètement différent, et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, en fait, un des deux, ils sont 2 sur scène, un des 2 a écouté la fiction, finalement. Et l'autre m'a dit non, je préfère pas.
comme ça je découvre. Et le résultat est exactement ça. Il y en a un des deux qui se prête très... je vous dis pas lequel, pour ceux qui verront ça ce soir. Il y en a un des deux qui a écouté la fiction et l'autre non. Vous pourrez découvrir qui. Essayez de trouver qui. Merci Mehdi. Claire Richard, vous êtes une femme qui ménage ses paradoxes et c'est pour vous une porte d'entrée pour explorer des sujets au croisement de l'intime et du politique. On écoute un extrait de vos Chemins de désir, produit sur Arte Radio. Je suis étudiante et comme je fais plus dans le coup d'un soir que dans l'histoire d'amour, ça me laisse beaucoup de soirées libres. Rêve bébé devient mon rendez-vous secret, mon passage vers la nuit. Parfois, j'y pense dans le dernier métro, impatiente comme une fille qui va retrouver son amoureux. Pourtant, c'est toute une logistique. Mon ordi portable pèse une dizaine de kilos, il fait un bruit de centrale nucléaire et il s'éteint s'il reste trop longtemps posé sur les draps. J'apprends à ne plus jouir dans le noir et sur le dos, mais de biais, penché vers un écran, une main entre les jambes, l'autre sur le clavier. Je découvre des orgasmes d'une puissance nouvelle. Avec les tags, la figure de la femme soumise se déplie sous mes yeux comme un éventail. Femme domine, chantage, exhibitionnisme. Et je découvre des ramifications insoupçonnées de ce que j'aime. La version hétéro de mes fantasmes. Femme soumise à un homme. Les maris qui exhibent leurs femmes dans des parkings. exhibe. Les personnages qui utilisent des mots très, très crus. Coprolalie. Des mots grossiers en pagaille. Les bourgeoises. Femme prude. Qui se font dévergonder. Bourgeoise, salope. 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 Non mais comment tu peux être féministe et excitée par des histoires où les femmes sont traitées comme des chiennes? Comment tu peux lire Christine Delphi et rêver qu'on te traite de pute? Qu'est-ce que ça dit, ça, de ton rapport réel au patriarcat? Est-ce que secrètement, tu rêverais pas d'être leur complice? Non mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Non, je sais pas, je crois pas. Ça veut dire que t'es pour le viol, tu penses? Bah évidemment, des fantasmes de soumission. C'est la marque de l'aliénation, ma petite. C'est le désir des hommes qui est entré en toi, à ton insu. Alors, toi, tu crois que tu fantasmes Pépouze en liberté, alors qu'en fait, t'es aliéné, mais jusqu'à la moelle. Ah bon? Pauvre tâche. Mais qu'est-ce que je peux faire? Dans ma vie diurne, je découvre la politique avec le CPE et le féminisme dans la foulée. But it is only now, more than a half century later, that we are recognizing how important it is to value women's leadership. Je garde ça comme un secret d'État. À suivre sur Arte Radio. Claire Richard, vous m'aviez dit lors d'un entretien pour Télérama, la contradiction, c'est ma croix. J'ai envie de vous dire, c'est votre atout. Je le pense un peu maintenant, même si ça m'arrive encore de... Ouais, bref. Mais oui, en tout cas, c'est... Enfin, je sais pas trop comment répondre, à part que c'est quand même quelque chose qui continue à me travailler, parce que je pense que... Je sais pas, j'ai intériorisé trop de trucs sur les fantasmes de pureté, de radicalité politique, etc. Et donc, même si ça se déplace, par exemple, la contradiction autour du porno ou des fantasmes de soumission, je l'ai réglé, entre guillemets, en l'explorant. Mais en fait, il y a de nouvelles contradictions qui surgissent tout le temps. Donc, c'est un champ potentiellement infini. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... En tout cas, ce qui m'agace, c'est quand on n'en parle pas, quoi. Et y compris pour le féminisme et pour les critiques de gauche et tout ça. En fait, moi, mon expérience, c'est que ça soulève en moi des forêts de lieux où ça contredit mes désirs, mes pratiques, etc. Et que je pars toujours du principe que si moi, ça suscite des contradictions en moi, c'est que je suis pas la seule. Et du coup, je trouve ça intéressant comme lieu à explorer. Et après, comme on discutait au téléphone, il s'avère que j'ai trouvé... totalement par hasard, que la fiction radio
parce que moi je viens pas du tout du théâtre, donc je pratiquais pas du tout de choses dialogiques. En fait, c'est vraiment parfait pour explorer ça, je trouve. En tout cas, moi, je sais que quand j'écris, ça suscite une espèce de ping-pong que j'ai moins si je me dis que je vais écrire un roman ou un essai ou je sais pas quoi. Non pas que ça m'arrive toutes les 4 matins de me dire que je vais écrire un roman, mais en tout cas, quand je pense que je vais écrire pour la radio, ça suscite tout de suite une forme de ping-pong et du coup, de voix qui se contredisent, quoi. Voilà. Et politiquement, je trouve ça plus intéressant de mettre sur la table les lieux où nos idéaux rencontrent la complexité de nos pratiques, parce qu'en fait, moi je pense quand même très profondément qu'on est structuré par le patriarcat, le racisme et le néolibéralisme, et qu'on est du coup composite, qu'il y a des parts de nous qui résistent et des parts de nous qui ont été façonnées par ça, et que c'est la rencontre, enfin le point d'intersection des deux qui m'intéresse. Parce que sinon, je trouve qu'on tient des discours politiques qui sont intéressants, mais qui pour moi touchent pas la réalité, pas la mienne, et du coup j'imagine pas celle de plein d'autres gens. Comment on part du récit intime pour toucher le collectif ? Je pense que je vais répondre de façon assez classique. Je pense que plus on est spécifique, plus on touche le collectif. Moi, les chemins de désir, qui est donc une autofiction, mais évidemment, même s'il y a des choses qui sont simplifiées dans la dynamique d'évolution, c'est mes pratiques quand même que je raconte. Et donc c'est des trucs assez spécifiques quand même, il me semblait, sur le site Rêve Bébé ou le hentai. Et en fait, j'ai reçu des messages de gens qui me disaient que c'était exactement le même cheminement. Et ça m'a surpris, mais finalement pas tant que ça, parce que pour moi, la justification de raconter ça, c'est que, un peu comme disait Mehdi, d'une part, c'était quelque chose que moi j'avais jamais entendu, et que je pensais que si j'avais 20 ans aujourd'hui, je serais contente d'entendre ça, en vrai. Et aussi, il s'avère que du coup, plus c'est spécifique, plus ça fait écho. Et alors, dans Blanc comme neige, sur Binge Audio, où vous auscultez la blanchité et le racisme intériorisé, vous croisez les paroles d'experts à votre expérience personnelle, c'est encore votre mode de narration privilégié. Oui, alors dans un genre un peu différent parce que c'était plus documentaire, mais là pour le coup, donc sur cette question de qu'est-ce que c'est être blanc en France, qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle la blanchité, ça me semblait éthiquement impossible, étant blanche, de pas parler de ma situation. Et c'est pas un sujet qui est énormément discuté dans des cercles militants en France, mais il y a eu quelques trucs, mais souvent je trouvais que la personne qui faisait le documentaire se mettait pas suffisamment en avant. Donc il y a ça, il y a le fait que si moi je raconte, alors il y a aussi un effet assez simple c'est devenu un code le jeu dans le podcast, et c'est quelque chose, du coup il y a une forme d'attente autour de ça, en tout cas de familiarité de la forme, et comme j'avais envie que ce soit quelque chose de très accessible à tout le monde, il y avait aussi l'idée que du coup ça puisse que la forme soit pas déroutante, que la forme soit familière. Et le dernier truc, c'est que du coup, me prenant moi comme sujet d'analyse, avec toutes les limites que ça, d'angle mort, de trucs que je vois pas sur moi évidemment, mais disons que je peux dire des trucs de moi qui me sembleraient compliqués à obtenir en interview. C'est-à-dire sur cette question de la blanchité, mais je pense sur la question des contradictions. Remarque, ça dépend lesquelles, mais en tout cas sur la blanchité, de dire j'observe dans certaines de mes réactions que j'ai des réflexes racistes, que je suis structurée par une société raciste, et donc je le vois en moi, quoi. Après, il y a plein surtout du côté anglo-saxon, il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus, et évidemment beaucoup de personnes non blanches, mais disons que me prendre moi comme sujet d'analyse, c'est aussi plus pratique, et ça me permet, je pense, d'obtenir des choses qui seraient, sur un sujet comme ça, le racisme intériorisé, compliqué à obtenir en interview. Ouais. C'est important, même pour un documentaire, de rester familier avec son auditeur, en employant la première personne du singulier, le je. C'est important de le prendre par la main, l'auditeur, aujourd'hui ? En fait, je généraliserais pas du tout, parce que par exemple, hier, j'ai écouté un documentaire, j'ai fait une petite page pub de Camille Juzot sur Arte Radio, mais qui est un documentaire sur la nuit, et elle interviewe elle suit un cambrioleur. Et je trouvais ça, c'est vraiment génial. Puis il y a un truc en plus, écouter ça de nuit et tout. Et il y a un petit jeu tout début, juste pour le poser. Et je trouve ça vraiment génial. Donc j'en ferai pas du tout une loi générale. En tout cas, moi je viens vraiment de l'écrit, et donc du coup, c'est
ma porte d'entrée dans les choses. Donc c'est surtout ça, je pense. Voilà. Et est-ce que la présence du jeu tout au long de cette série, par exemple sur la blanchité, est-ce que ça peut pas paraître un peu narcissique, même pour vous vous posez pas la question, là je vais l'imiter ou non j'y vais. Comment ça se passe? Où est la limite du jeu finalement dans une fiction? Bah alors si, je me suis posé la question tout du long. Alors j'ai essayé de le penser en me disant, j'ouvre chaque épisode par une anecdote personnelle / universelle, c'est-à-dire les blagues racistes à la récré quand on est dans les années 90, le fait de vivre dans un monde majoritairement blanc, donc des choses personnelles mais qui soient plus larges. Après, en fait, je me rappelle souvent de quelque chose que Delphine Saltel, qui est documentariste radio, m'avait dit il y a quelques années quand je réfléchissais à comment écrire Les Chemins de désir. Et elle m'avait dit, en fait, parce que j'avais beaucoup aimé son documentaire Il y a deux écoles, et je trouvais qu'elle se mettait pas en scène, enfin, qu'il y avait quelque chose de très juste dans la façon dont elle s'enregistrait, parlait à des femmes d'une autre classe sociale, et qu'elle pointait justement comment elle adoptait une forme de persona mal à l'aise avec sa bourgeoisie, en gros. Et je trouvais ça hyper bien et hyper juste. Voilà, que c'était pas une forme de, c'est pas mettre en scène ses défauts du type ah, moi, je suis perfectionniste. Non, c'est un vrai truc gênant. Et elle m'avait dit, en fait, je pense que si tu demandes aux gens de t'écouter longtemps, la moindre des choses, en fait, c'est de te montrer des choses qui sont pas flatteuses, quoi, qui sont. Donc, je pense que je garde vachement ça en tête, se dire, il faut que ce que je raconte, potentiellement moi, soit quelque chose qui me gêne. Et alors après, bien sûr, il y a quelque chose d'un peu fondamentalement. Je ne sais pas si c'est narcissique, quoique peut-être un peu, mais exhibitionniste, forcément, un peu. Mais c'est quelque chose que je me suis posé beaucoup aussi, forcément, parler de ma blanchité en tant que blanche, ça peut aussi être retourné, parce que du coup, je gagne des points de wokitude. Donc voilà, il y a une forme de vortex comme ça, un peu infini. J'en parle dans le dernier épisode, en disant, bah ouais, mais c'est quand même étonnant, Enfin, je ne vais pas vous raconter, bref, mais oui, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu inévitablement ça. Et après, j'ai beaucoup interviewé des chercheurs et des chercheuses. Donc j'ai vraiment essayé que l'équilibre soit plutôt placé là-dessus, sur le discours théorique, que sur... Et je pense quand même que c'est ça. C'est quand même une exploration à travers des paroles de spécialistes, qui soient chercheurs, chercheuses, militants, militantes, de ce que c'est la blanchité, et pas mon parcours de déconstruction. Mais je pensais aussi que c'était pas... possible de séparer les deux. Mais ouais, c'est une question qui est compliquée. Après, je travaille, moi je réalise pas toute seule, donc là, dans le cas de la blanchité, on a eu des allers-retours avec David Carzon et Thomas Rozek aussi en éditorial, ils ont validé, et puis c'était surtout le réalisateur Adel Ital El Madani qui en fait, ça m'a vachement rassurée aussi d'avoir son retour. Donc il y a quand même après tout un processus collaboratif que moi j'adore et qui me permet de me dire, bon, si vraiment c'est trop lourdingue, en fait, quelqu'un va couper. Oui, surtout que vous avez interrogé des experts, des universitaires aux États-Unis, très impliqués sur ces questions-là, beaucoup plus qu'en Europe ou en France, qui sont déjà bien loin dans ce mode de réflexion. Donc c'est vraiment très pointu. Et là aussi, cette série sur la blanchité, elle apporte quelque chose de nouveau. Enfin, vraiment, je vous conseille de l'écouter parce qu'il n'y avait pas eu de précédent, en fait, sur le sujet. De même, les chemins de désir, c'est culotté, quoi. Il n'y avait pas eu de précédent non plus. Alors, je ne sais pas où on en est au niveau du timing, mais je pense que probablement le public aurait des questions à poser à nos trois invités. Si c'est le cas, j'essaye de voir. On n'a pas abordé toutes les questions, c'est pas possible. Oui, Laurence? J'ai une question pour Mehdi Bayad. Pourquoi est-ce que le son qu'on a entendu de Lumière Noire n'est pas votre préféré? Ah oui, Mehdi, c'est vrai, moi je le trouve génial ce son. Merci. Déjà parce que j'aime sortir un extrait d'une histoire générale, ça me perturbe toujours un peu, même quand j'entends d'autres choses. Et celui-là, je le trouve... en fait, je m'en veux un peu, c'est un peu redondant. J'aurais dû enlever une ou deux parties et remonter ça un tout petit peu différemment. Et je trouve que c'est même un peu trop propre dans la voix du personnage principal. Et j'aurais corrigé un peu de texte. Voilà,
Je me fais des petits topos à moi-même après. Je ne sais pas pour les autres, mais c'est un peu un truc que beaucoup de gens disent, mais c'est vrai, je ne réécoute pas normalement mes trucs après. Et du coup, je redécouvre là. Pourtant, vous voyez cet extrait, je l'ai réécouté pour la première fois depuis que je l'avais publié il y a 1 an et quelques. Et ça m'a un peu perturbé. Ah, mais il fallait me le dire. Non, mais. Voilà, il y a plusieurs. Là, par exemple, pour la mise en scène de la pièce de ce soir, j'ai dû me replonger dedans et ça m'a fait bizarre. Il y a des choses que j'aurais aimé corriger. Mais ouais, je suppose qu'on a ça à chaque fois, de toute façon. Il y a une phase où on doit lâcher. Enfin, beaucoup de gens vous parleront de cette phase-là. Cet extrait, il faut l'entendre vraiment dans l'épisode et dans la série, parce que le but, c'est vraiment pas de nous taper sur les nerfs, mais effectivement, le but, c'est encore de déranger l'auditeur et de se dire mais qu'est-ce qui se passe, mais il va arriver à parler et puis. Surtout, je vous ordonne d'éteindre le truc. Il y a une voix qui vous dit arrêtez ce truc maintenant. En fait. C'est extraordinaire, moi je trouve. C'est marrant. C'est presque épileptique. Non, c'est bien. Ouais. Mais juste par rapport à ça, en tout cas, juste finir, c'est beaucoup de gens, je pense, vous parleront de cette phase où il faut arrêter de retoucher son texte ou son montage. Et c'est une phase horrible en fait, mais tôt ou tard, il faut, et c'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop réécouter après, parce qu'on est furieux de ce qu'on a laissé passer. Ben oui, je réécoutais Nuit Blanche, là on a l'impression que c'est une course de zombies. On ne sait pas au début, parce qu'effectivement on ne sait pas ce qui se passe. Les gens courent partout dans la rue, sont obligés de se cacher, on ne sait pas pourquoi. On a l'impression d'être dans Walking Dead. Oui. Ça, oui. Mais ça, c'était un petit test particulier. J'ai enregistré ça. Je ne savais pas faire de fiction radiophonique. Donc, j'ai essayé tout a été enregistré avec mon téléphone portable. Et je ne savais pas utiliser un micro ni quoi que ce soit. Donc, il y a beaucoup de choses. Alors là, je suis dans un regret total de tout ce qui a été fait pour cette série. Mais bon, c'était rigolo à faire. Vous êtes un super touche-à-tout parce que là, vous avez une web-série, vous avez un court-métrage. Vous êtes super curieux de tout, quoi. C'est marrant de voir comment on peut jouer sur... Là, je suis en train de travailler sur un film d'animation, par exemple. Je fais le scénario et la musique d'un film d'animation, et j'avais jamais vu de l'intérieur en fait comment ça se faisait. Et c'est un univers fascinant sur les textures, le rythme, les couleurs. Vu de l'intérieur, c'est des heures de travail pour le pauvre dessinateur qui se fait des cheveux blancs, mais le résultat est fascinant. Et je travaille aussi sur une petite BD en ce moment. Et pareil, j'avais jamais essayé. Donc on est en train de voir et je trouve ça incroyable. Donc il faut apprendre le découpage, mais en fait on l'a fait, ça y est, on est en train de commencer. Et Claire Richard, vous faites aussi de la fiction. Il y avait le Télégraphe Céleste pour France Culture, donc on n'est pas non plus tout le temps sur des sujets de société, il faut bien le dire. Et là, vous nous préparez une fiction pour Arte Radio sur une femme pirate du XVIIe siècle, Anne Bonny, une femme très dérangeante évidemment. On compte bien sur vous pour qu'elle soit dérangeante. Et ouais, j'espère. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et ouais, c'est une histoire de pirate. C'est une histoire de pirate où l'idée c'est c'est un vrai truc d'aventure. Je veux qu'on vraiment ait le cœur qui fasse boum et qu'on éprouve beaucoup d'émotions et tout ça. Et en même temps, l'idée c'est que par des petits dispositifs, il y a des historiens, des historiennes parce que c'est une vraie pirate qui a existé, qui est au tout début du XVIIIe siècle. C'est l'âge d'or de la piraterie. C'est genre l'époque pirate des Caraïbes en gros. Et il y a un texte en fait qui est une des seules archives qui existent là-dessus, qui est un truc qui s'appelle l'histoire des pirates d'un mystérieux capitaine Johnson, qui a été un best-seller au XVIIIe, et c'est là où il y a l'histoire d'Anne Bonny. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de sources à part ça. Et c'est marrant quand on le lit parce qu'on voit bien que c'est normal, c'est le XVIIIe siècle, et du coup Johnson il trouve que Anne Bonny, parce qu'elle a été capturée sur un bateau pirate déguisé en homme et jugée, il trouve que c'est quand même un peu une traînée, quoi. Et il le dit un peu entre les lignes et tout. Et du coup, le texte s'amuse avec cette archive-là. Et parce que j'aime bien justement un peu décaler les trucs un peu attendus, même dire ça est attendu. En fait, il y a un historien et une historienne qui viennent tout le temps un peu interroger la narration. Et l'idée, c'est que ce soit d'essayer de combiner à la fois un vrai récit d'aventure, parce que moi, j'aime pas trop les trucs méta où on te retire le tapis sous les pieds, où tu ressens des trucs et puis après on fait genre n'importe quoi, c'est une construction narrative. Moi, en tant que spectatrice, d'auditrice, je me dis non, mais laisse-moi aller au bout de mon émotion. Donc l'idée, c'est qu'il y ait à la fois ça et en même temps qu'on puisse questionner un peu cette espèce de truc sur les femmes puissantes, quoi. Et montrer la réécriture et comment on tord un peu les sources parfois.
Oui, puissante et d'une incroyable modernité. Elle se déguisait en homme, voilà, elle aimait les hommes, les femmes indifféremment. Ça, on ne sait pas. Culottée, quoi. Ça, on ne sait pas. Alors, ça, on ne sait pas. Moi, je pense... non, on ne sait pas. C'est de la projection d'après. En fait, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on sait... Mais en fait, c'est ça aussi qui est dingue, et c'est ça que discutent l'historien et l'historienne, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'elle est née bâtarde en Irlande et qu'on la retrouve 20 ans plus tard, à peu près, dans les Caraïbes. Et en fait, rien que ça, il n'y a même pas besoin... même si la fiction le fait et tout, hein, mais d'ajouter qu'elle soit lesbienne, et même si je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce qui est assez fou, c'est que juste ça, le fait qu'une meuf soit née d'une servante et d'un avocat, et qu'on la retrouve 20 ans plus tard, qu'elle traverse l'Atlantique, à un moment où ça met 3 mois, où tu risques de mourir, et que tu la retrouves 3 ans plus tard, déguisée en homme sur un bateau pirate. En fait, l'idée, c'est ça. C'est que, moi, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait? Comment elle le vit, quoi? Comment une petite fille de 10 ans, elle prend un bateau pendant 3 mois sur l'Atlantique où tout le monde est malade, tout le monde vomit, il y a des tempêtes, tout le monde pense qu'ils vont mourir. Qu'est-ce que ça fait d'arriver à un moment où, évidemment, et puis je me demandais aussi comment... Enfin oui, c'est ça. Bon, pardon, excusez-moi. On est en plein dedans, donc du coup, ça... Qu'est-ce qui fait, à un moment où on n'a pas de médias, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de sortir du cadre, quoi? Qu'est-ce qui fait qu'une petite fille dans un petit village d'Irlande, par quel biais elle peut s'imaginer pirate? Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu as plein de supports d'imagination pour rêver ta vie, mais à un moment où il n'y a pas de circulation d'images, ou très peu, par où ça passe? Et donc ça raconte ça. Comment la légende s'empare du destin de cette femme qui finalement dérange par sa puissance, en l'accablant d'une certaine manière. Elle serait cruelle. Bah oui, mais ça c'est très drôle, ouais, parce que Johnson il arrête pas de dire. Oui, parce qu'il y a une autre figure de femme pirate qui s'appelle Anne Bonny qui est dans le même livre, et Mary Read. Et clairement pour le capitaine Johnson, elle ça va. Elle a fait tout ça par amour. Parce que l'amour, voilà, il parle de Vénus et Mars, alors que c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'elle s'est déguisée en homme pour être soldate. Mary Read aussi, elle a des parcours complètement dingues. Et du coup, je me documente beaucoup en général. Et là, j'ai lu énormément de choses d'historiens, d'historiennes, et où on apprend que le travestissement en homme est en fait pas si rare au XVIIIe siècle pour les femmes. Et donc, c'est vraiment marrant en fait de jouer avec l'archive, parce qu'effectivement, le capitaine Johnson, qui est lui-même un pseudo, on ne sait pas qui il est. Des historiens pensent que c'est Defoe, mais en fait, Daniel Defoe, mais en fait, a priori, non. Et c'est vraiment marrant de voir comment il est là, genre Mary Read, elle a cédé à son cœur, alors que Anne Bonny, Anne Bonny, c'est une pute. Bon, je grossis un peu le trait, mais c'est un peu ça. Et du coup, c'est vraiment drôle de jouer avec tout ça, avec vraiment l'idée quand même, qui était un peu le défi, de ne pas perdre une vraie émotion, quoi, à la fois de déjouer, de dire qu'il y a plein de réécritures et qu'on projette sur cette figure dont on ne sait finalement pas grand-chose. Parce qu'en fait, oui, c'est ça, il y a des procès, il y a les archives du procès en Jamaïque, où là, on sait du coup qu'elle est jugée, et comme tous les autres pirates condamnés à la pendaison, mais on ne sait pas ce qui se passe après. On ne sait pas s'il est sorti de prison, on ne sait pas ce qui lui arrive. Voilà, pardon, je prends pas trop longtemps. C'est aussi déjouer le mythe, déjouer la légende un peu, et ça, c'est tant mieux. Ouais, c'est ça. Cédric, vous allez continuer sur la trilogie Balzac, Illusion perdue. Je crois que cette fois-ci, vous nous avez trouvé un château pour le tournage. La production, c'est pour 2022, donc on a le temps. Ouais, il me faudra tous ces décors, mais là, c'est l'intégralité d'Illusion perdue, donc c'est-à-dire les 3 parties, les 3 livres. Donc il y aura les scènes de vie de province, il faudra que je trouve l'imprimerie Séchard. Et après, toutes les scènes de la vie parisienne, alors ça se passe beaucoup au Palais Royal, parce que c'était les galeries de bois du Palais Royal, là où il y avait toutes les librairies et les prostituées. Donc il va falloir reconstituer en fait ces lieux. Je me suis pas encore penché trop là-dessus, parce que c'est vrai que c'est dans quelques mois. J'ai d'autres urgences. Un concert fiction dans les tuyaux? Il y aura Pinocchio en mars 2022, ouais, avec l'Orchestre Philharmonique. Ouais. Merci. Ah oui, Sylvain? Oui, quand on présente des fictions, quand on parle de fiction radio dans des lycées, dans des facs, auprès du grand public, on s'aperçoit que ce qui fonctionne énormément, c'est les nuits blanches, les histoires policières, ce qu'on appelle les sagas MP3, choses comme le Donjon de Nalbuck, des choses comme ça, les gamins adorent, ou la série Calls sur Canal+. Mais je vous avoue que c'est très rare qu'on nous parle des fictions de France Culture ou d'Arte Radio. Peut-être de celle de Mehdi. Qu'est-ce qu'on rate? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il nous faudrait
pour dérangardiser la fiction radio? Est-ce que c'est une question de thème, de texte? Est-ce que c'est une question de jeu, de voix? Est-ce que c'est une question de réalisation? Mais soyons francs, les fictions qu'on produit, qu'on adore, elles passent rarement la barrière de ce grand public, par rapport au phénomène qu'a représenté Coles, par exemple. Je ne suis pas tout à fait d'accord, Sylvain, parce que pour reprendre le Père Goriot, qui n'est plus accessible à l'écoute sur le site de France Culture, il l'est sur YouTube, précisément parce qu'il est très écouté par un jeune public. Il n'y a qu'à voir les commentaires en dessous, les merci pour les révisions au bac et tout, etc. C'est notamment... Non, mais franchement, moi, ça m'a... Bah oui, il y en a beaucoup qui l'écoutent. Qui l'écoutent sur YouTube, la veille en de fait. l'examen. Ouais. Mais pas que par rapport à l'examen. En fait, il a une deuxième vie sur YouTube. Ah oui, et YouTube, je pense que beaucoup de jeunes écoutent la fiction, écoutent la radio sur YouTube aujourd'hui. C'est intéressant aussi. C'est vrai, c'est une question. Hein. Je pense que c'est une problématique de façon générale pour le service public de savoir. Alors, est-ce que c'est l'institution qui fait peur, qui fait barrage? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le mode de production? Est-ce que c'est tout un ensemble de choses? C'est possible. C'est possible que le fait que, pour les sagas MP3, le fait que ce soit des personnes, oui, qui soient pas derrière une institution, ça on a l'impression que c'est plus accessible. Est-ce que j'ai pas véritablement la réponse? Je pense que c'est quand même une volonté d'aller aussi chercher ce public pour nous. Comment y répondre? Je pense que le fait d'ouvrir aussi à des auteurs nouveaux, qui ne sont pas du sérail, pour moi c'est fondamental. C'est fondamental d'ouvrir en grand les portes et les fenêtres de tout le monde, que ce soit des comédiens, des auteurs, même des réalisateurs aussi. C'est pour ça qu'on n'est pas enfermé non plus dans cette radio. Je n'ai pas véritablement de réponse. J'ai presque il y a ce sentiment qu'il y a peut-être l'institution qui fait peur. Le fait de voir aussi, d'avoir lu dans certains commentaires, ah oui, France Culture, alors, ouais, ça fait écran. On se dit, bah non, on va pas y aller parce que c'est peut-être pas pour nous. Alors qu'en fait, il faut. Je sais pas si c'est une question de démarche, si ça vient des auditeurs ou si c'est à nous d'y aller, d'être plus accessible. Alors après, c'est vrai mais là, c'est des questions. On soulève des questions juridiques. C'est vrai, quand c'est sur YouTube, ça a été mis sur YouTube de façon pirate. Moi, faudrait couper le micro. Oui, mais je m'en réjouis parce qu'en fait, on fait ça pour les auditeurs, pour que ça soit écouté et pour que ça appartienne à tout le monde. C'est plus compliqué, oui, effectivement, parce qu'il y a des droits pour les comédiens, pour les auteurs, pour les musiciens. Il faut que ça vive. Moi, je suis pour cette circulation-là et qu'effectivement, il n'y ait pas d'entrave et il n'y ait pas de barrage et qu'il n'y ait pas de ces ségrégations-là, qu'il n'y ait pas ces clans-là. Pour moi, il faut qu'on puisse circuler partout, d'Arte à des plateformes plus artisanales, dans le fond, je crois. Mais je n'ai pas véritablement de réponse. Il n'y a pas une façon différente de travailler pour un podcast natif ou pour un podcast programmé à la diffusion sur France Culture? Un peu, si ce n'est qu'après le cœur vraiment de la fabrication, pour moi reste. C'est pour ça que quand tu disais qu'on est différent, oui et non, parce que pour moi ça reste quand même quelque chose d'éminemment artisanal aussi. Au moment de la fabrication, quand on pétrit le son, au moment du montage, finalement on se retrouve là, qu'on ait un comédien ou 80, qu'on ait une somme de décor colossale ou pas. Finalement après c'est la même matière qu'on pétrit et qu'on articule. Après, pour vous répondre à votre question entre le podcast et l'antenne, le podcast, on pourrait dire de façon assez schématique qu'on est plus libre parce qu'il y a une liberté de format, peut-être une liberté éditoriale aussi, quoique. Après, quand on travaille pour l'antenne, il y a cette difficulté-là mais moi que je prends pour une contrainte assez productive, et en tout cas ce qui peut me stimuler, c'est que je vais travailler pour un auditeur qui peut être surpris aussi. Si c'est un auditeur fidèle de France Culture, il peut, à l'inverse de quelqu'un qui va aller au cinéma, qui sait ce qu'il va aller voir, là de me dire, bah tiens, si on peut peut-être le surprendre, et peut-être aussi de travailler pour cet auditeur qui arrive en retard. Je veux dire, bah, voilà, s'il arrive à 15 minutes de la fiction, qu'est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il va rester? Parce qu'on peut tourner le bouton. Hein. Je me dis, bah, peut-être, j'ai ces moments-là, au moment de post-production, au moment de mixage, je me dis, tiens, si l'auditeur arrive là, à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il va comprendre? Ou pas, d'ailleurs? Et est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va vouloir rester un peu jusqu'au bout?
Donc, c'est pas du tout, du coup, la même démarche que pour le podcast, où là, on choisit ce qu'on va écouter. On le sait, on choisit le moment, peut-être même le lieu et les conditions dans lesquelles on écoute. C'est pas du tout vrai pour l'antenne. Alors, c'est vrai que quand on fait du podcast natif, on se dégage de ce genre de problématique-là. Mais après, ce qui reste central, et pour le podcast et pour l'antenne, c'est quand même la participation de l'auditeur dans ce processus créatif, c'est-à-dire dans l'écriture et dans la... On ne peut pas travailler sans lui. Et là par contre, c'est ce qui fait l'unité, en fait, et le fait que, finalement, dans le mode de fabrication, dans la réalisation, c'est ce qui unifie tout ça et qui fait que, parfois, il n'y a pas véritablement de différence entre des fichiers pour la radio et d'autres pour Internet. Donc, ouais, je sais. Il y a quelques contraintes, oui, qui sont peut-être techniques ou logistiques ou alors de diffusion, mais ça reste quand même une écriture qui associe une triangulaire avec l'auditeur tout le temps, forcément. Merci Cédric. Merci à tous. Ah, pardon, je ne vous avais pas vu lever la main. Une dernière question ? Alors pour quelqu'un qui veut créer une fiction sonore, qu'est-ce qui est le plus adapté, le podcast ou la fiction radio ? C'est ça la question ? C'est ça la question. Ouais. Tout dépend de ce que vous avez envie de raconter, mais le podcast, vous pouvez avoir la liberté effectivement de fabrication et de production. Je sais pas, chaque projet est spécifique en fait et peut avoir et le dispositif dans lequel il naît, que ce soit du podcast ou une fiction radio, participe aussi de sa nature et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas véritablement de règle. Tout dépend de ce que vous avez envie du lien que vous avez envie de tisser aussi avec l'auditeur. Si c'est quelque chose d'un peu plus classique, pourquoi pas. Enfin, il n'y a pas de... Proposez-le. Envoyez-le. Richard, une fiction pour la radio, vous, par exemple, avec le Télégraphe Céleste, c'est quoi la différence ? Est-ce que la complexité... Oui, la complexité, vous l'avez trouvée où ? Non, pour moi, vraiment, il n'y aurait aucune différence, à part plutôt des questions institutionnelles, quoi. C'est-à-dire que moi, travailler avec France Culture, c'est plus long. Ça me semble... Moi, le Télégraphe Céleste, c'est parce que j'avais déposé un dossier, une proposition à... Je ne sais plus comment ça s'appelle, le type... Bref, c'est la Bourse Beaumarchais. Et en fait, ça, c'est vraiment cool parce qu'il y en a plusieurs, que c'est quand même conçu pour les jeunes auteurs, jeunes autrices. Donc, en vrai, je pense que c'est intéressant de tenter ça. Parce que du coup, moi, c'est comme ça que j'ai pu faire réaliser ce truc qui était en unitaire à France Culture. Sinon, honnêtement, je ne sais pas du tout comment on arrive à France Culture. Je pense qu'il faut envoyer des dossiers. Mais c'est juste que du coup, ça crée une sorte de raccourci parce qu'une conseillère littéraire était dans le jury. Et après, sinon, moi, en fait, en termes de création ou d'écriture sonore ou artistique, je trouve que ça ne fait pas de différence de fond. La seule chose, c'est que là, typiquement, le Télégraphe Céleste, moi, je l'avais pensé, c'est un unitaire, je l'avais pensé comme un unitaire, pas forcément sur 50 minutes, après il s'avère que c'est la durée de la case, et que c'était pas sériel. Je pense peut-être le truc à se poser, c'est est-ce que c'est une histoire unitaire ou est-ce que c'est sériel ? Et s'il y a une mécanique sérielle, peut-être que le podcast est plus... Enfin, pas forcément, c'est juste que les cases, en fait, il n'y en a pas beaucoup, en vrai, à France Culture ou sur Radio France. Il y a Arte Radio, après, il y a d'autres studios en podcast, en fait, et que ça s'y prête bien. Donc moi, je pense que ce serait plutôt ça, la différence. Mais artistiquement, pour moi, les deux, c'est pareil, quoi. Merci. Merci. Si je voudrais ajouter en fait aussi donc là je parlais de la Bourse Beaumarchais, s'il y a des gens qui ont des projets, et il y a un appel à projet qui vient d'être lancé par le ministère de la Culture. C'est un poil short parce que la deadline c'est le 30 septembre, mais en fait dans mes souvenirs c'est ouvert à tous les genres, donc ça peut être aussi en fait une façon de travailler et puis après d'aborder, voilà, c'est tout.